Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024. Il est de coutume de cela souhaiter. Donc, encore une fois, bonne année 2024. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce chargée en ce qui me concerne. J'espère qu'il se passera tout ce que vous souhaitez qu'il se passe pour vous cette année. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Euh, on va pouvoir entrer dans cette nouvelle année avec un compte à rebours particulier, puisque la saison de college baseball, quand je parle de college baseball, bien sûr, je parle de NCAA baseball, le baseball universitaire, mais de cette association spécifique. Cette saison va commencer mi-février, comme chaque année. On est déjà quasiment mi-janvier, donc ça veut dire qu'il nous reste un mois à peine avant de pouvoir enfin retrouver nos jeunes performeurs, on va dire, performer sur la scène nationale au niveau universitaire. On va y aller sans plus tarder, mais bien sûr, comme d'habitude, le petit instant promo, vous retrouvez ce podcast, comme tous les autres épisodes, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Vous pouvez également le retrouver sur YouTube, le Homera, bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, même TikTok, et bien sûr YouTube en tant que réseau social à part entière. On va donc y aller, j'ai pas mal de choses à vous dire. Allez, c'est parti! Alors, nouvelle année, nouvelle résolution, des previews qui vont arriver, forcément. Mais je me suis dit que pour commencer la nouvelle année, quoi de mieux que de faire un petit récap, revenir un peu sur ce qui est vraiment le college baseball, puisque c'est vrai que moi je tamponne cette émission en tant que émission spéciale baseball universitaire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de baseball universitaire? Et surtout, moi, de quoi je parle exactement? Alors, le baseball universitaire, on va dire que ça regroupe pas mal de choses. Tout d'abord, il faut le savoir, il n'y a pas qu'une seule organisation qui s'occupe ou qui régit les compétitions universitaires. Il y a plusieurs organisations pour cela et elles sont découpées en fonction du style d'études, du style d'université et d'études que les universités fournissent ou produisent ou permettent de faire. Il faut le savoir, aux États-Unis, on a tout d'abord deux types principaux d'universités. Les community college, ce sont donc des universités avec un cursus de 2 ans. On peut les voir un peu comme des sortes de classes préparatoires. Et les four-year college, on va dire. Donc, c'est-à-dire les universités avec un cycle de 4 ans. C'est le cycle qu'on retrouve de manière plus générale et générique. C'est ce qui vous permet d'avoir ce que l'on appelle un bachelor à la fin de ces 4 années d'études. Ça serait, avec une comparaison un peu maladroite, parce que les systèmes sont assez différents, mais un peu l'équivalent de la licence à la fac en France. C'est-à-dire, au bout de 3 ans en France, on a la licence, puis après on peut faire 2 ans de master. Bien au niveau universitaire américain, on a donc 4 ans pour avoir le bachelor, et après on peut faire nos 2 années de master. Donc, pour récapituler rapidement, on a donc deux styles d'université avec des départements athlétiques associés. Donc, les community college, encore une fois, 2 ans, les four-year college, 4 ans. Et ensuite, à partir de là, on a plusieurs organisations qui régissent ces différents types de scolarité, on va dire. On a tout d'abord pour les community college la NJCAA, la National Junior College Athletic Association. On a ensuite une autre qui est vraiment basée sur une région spécifique, c'est au niveau de la Californie, c'est la California Community College Athletic Association. Et dans un même style, on a une dernière organisation que l'on voit dans ces community college et de manière un peu plus régionale, c'est la Northwest Athletic Conference, NWAC. Ces trois organisations n'ont pas le même poids. Comme je l'ai dit, il y en a deux qui sont de manière plus régionale, donc on va les laisser de côté. Celle qui va nous intéresser, pour que je vous la découpe très rapidement, c'est la NJCAA. Celle-ci a 3 divisions. Division 1, Division 2, Division 3. Forcément, la Division 1 va être celle qui
à les équipes ou les universités de type community college les plus réputées, les meilleures en termes athlétiques, et souvent va produire ou va permettre de former des jeunes athlètes qui vont ensuite, entre guillemets, se déverser ou à partir du côté en fait des différentes organisations de collèges de 4 ans. Maintenant, ces organisations ont plusieurs équipes, ou en tout cas plusieurs universités. Si je vous parle en restant que sur cette NJCAA, pour chaque division, il y a plus d'une centaine d'universités. Pour la première division, il y a 175 universités, et ces 175 universités sont répandues sur plus de 24 régions. En deuxième division, il y a 133 universités, pareil, étendues sur 24 régions. Et en troisième division, il y a 96 universités, elles-mêmes, encore une fois, étendues sur 24 régions. Pour parler de ces différentes divisions, elles vont avoir un format assez similaire, avec une saison régulière et ensuite, on va dire une saison entre guillemets de type playoff qui va permettre d'élire ou de conduire à un tournoi pour avoir la meilleure équipe de cette organisation par division. Donc par exemple, il y aura un vainqueur pour la première division, un vainqueur pour la deuxième division et un vainqueur pour la troisième division. Et encore une fois, ce qui va être intéressant pour ces jeunes athlètes, surtout pour ceux qui sont en D1, c'est d'avoir une sorte de fenêtre d'exposition pour pouvoir rejoindre les organisations des universités de 4 ans. Voilà pour tout ce qui est community college, donc les collèges de 2 ans. On va passer maintenant aux universités de 4 ans. Là, il y a encore une fois plusieurs organisations. Il y a tout d'abord la NCAA, la National Collegiate Athletic Association, celle dont moi je parle, tout simplement. Il y a ensuite la NAIA, la National Association of Intercollegiate Athletics. Il y a ensuite la USCAA, la United States Collegiate Athletic Association. Et il y a enfin la NCCAA, la National Christian College Athletic Association. Elles n'ont pas le même poids. Et très clairement, celle dont moi je parle, c'est celle qui a le plus grand poids, celle qui a la plus haute valeur, celle qui, en fait, travaille de concert avec le plus de grosses universités aux États-Unis, c'est la NCAA. Cette NCAA a 3 divisions, un peu sur le même système que la NJCAA. Donc il y a division 1, division 2 et division 3. Et pareil, ces 3 divisions vont avoir plusieurs équipes, plus de 200 à 300 équipes. La NCAA D1 a 32 conférences pour 301 équipes. Enfin, attention, là je dis 301, c'est au dernier comptage de 2020. Puisque chaque année, on va retrouver des équipes qui vont faire des dossiers pour pouvoir intégrer cette première division. Donc là, il y a la dernière fois que j'avais regardé, il y avait quand même pas loin de 310 équipes. Et ça change quasiment chaque année. Puisque dans le même sens, dans l'autre sens, il y a des universités qui n'ont plus les moyens, par exemple, de tenir un programme de première division. Donc ils vont demander soit carrément de changer de division, à être rétrogradé en D2 ou D3 en fonction de certains quotas qu'ils ne sont plus capables d'assurer. Ou alors très clairement, ils vont fermer leur volet baseball. Au niveau de la D2 NCAA, on a 23 conférences pour 262 formations. Là encore une fois, c'est le compte en 2020, c'était le dernier compte officiel. Et enfin, en D3, on a 44 conférences pour 388 universités, pareil au dernier décompte de 2020. Je vous ai ensuite parlé de NAIA, c'est la deuxième organisation connue après la NCAA. Si on parle en termes d'élite, la NCAA est devant, puis ensuite c'est la NAIA. Elle regroupe 20 conférences pour 192 universités. On va ensuite retrouver les deux autres organisations sur les universités de 4 ans qui sont bien plus mineures, la USCAA qui a elle 28 universités, et enfin la NCCAA qui elle regroupe 15 universités. Donc moi très clairement,
quand je vous parle de baseball universitaire, je ne vous parle pas de toutes ces organisations et tous ces types de compétitions, on va dire, derrière ces organisations. Je vous parle principalement de la NCAA D1, la première division en NCAA, c'est-à-dire on va dire le baseball universitaire le plus élite. Le baseball universitaire qui se rapproche le plus, notamment en termes de draft, de ce que l'on va pouvoir retrouver en termes de joueurs produits entre guillemets ou formés pour la draft MLB. C'est également celle qui va nous intéresser le plus en termes de niveau tout simplement, et c'est celle dont on va parler lorsque en juin arrive le fameux tournoi national, ce tournoi qui regroupe les 64 meilleures universités du pays et qui vont donc se retrouver dans une sorte de certaines jungles, on va dire, pour caricaturer, afin de remporter le titre suprême, le titre national universitaire, donc dans cette organisation NCAA, et bien sûr première division. J'espère que c'est assez clair. Encore une fois, c'est beaucoup d'informations pour vous permettre de vous situer et vous resituer ce dont moi je parle quand je parle de baseball universitaire américain. C'est bien beau tout ça, et maintenant, comme je vous l'ai dit, rien que la NCAA D1 regroupe plus d'une trentaine de conférences et plus de 300 universités. Donc là encore, il faut se dire, ça va pas être si facile que ça à suivre. Il faut comprendre par là qu'il y a quand même beaucoup d'universités, beaucoup de joueurs forcément, et donc un calendrier assez, encore une fois, touffu et confus. Mais là, encore une fois, comment ça marche ? Il faut le savoir, cette trentaine de conférences va être découpée en fonction du pouvoir de ces conférences et surtout du pouvoir des départements universitaires et athlétiques qui les composent. Pour faire très simple, on va avoir ce que l'on appelle un Power 5, ce sont donc les 5 conférences les plus puissantes, et ce Power 5 est quelque part vu sous le prisme du football universitaire. Donc là je vous fais un petit virage, un petit détour pour vous expliquer ça très rapidement. Le principal moteur en fait des départements athlétiques universitaires, c'est le football, très clairement. Le football américain, c'est ce qui régit en fait, c'est ce qui donne cette puissance et ce moteur à tout département athlétique universitaire. Donc lorsque l'on parle des conférences au niveau universitaire, on parle très clairement des conférences qui sont découpées de par l'aspect football en général. Par exemple, le baseball est un sport bien plus mineur en termes universitaires que le football. Si une fac, par exemple, se met à intégrer une conférence plutôt qu'une autre conférence, cela vient très certainement, en général, de son aspect, son département football. Et ensuite, les dommages collatéraux ou les victimes collatérales sont les programmes, par exemple, baseball, basket, etc., etc. Si on voulait hiérarchiser d'ailleurs les sports, très clairement, le football est le principal moteur. Ensuite, on va retrouver le basket. Puis ensuite, on va retrouver pas mal de sports, on va dire, à peu près ex-aequo, comme le softball, le baseball, le volley aussi a un certain pouvoir au même niveau que baseball et softball, le football tel que nous le connaissons, donc le soccer, le hockey, etc. On va retrouver d'autres sports comme le lacrosse aussi, qui a une certaine couverture médiatique au niveau universitaire, etc. Mais très clairement, le football est roi. D'ailleurs, un des indicateurs que le football est roi, c'est tout simplement les scholarships. Ce sont les bourses en fait données aux athlètes pour qu'ils puissent performer et être des étudiants athlètes à part entière. Au football, on a très clairement entre 60 et 80 scholarships par fac qui sont alloués en fonction de la puissance et des programmes en fait universitaires. À titre de comparaison, au baseball, on a une vingtaine, ça peut monter jusqu'à 40 scholarships par programme universitaire pour les meilleurs programmes ou les programmes les plus influents ou performants ou importants. Donc on voit, ça peut être la moitié, voire le quart moins que ce qu'on peut retrouver au niveau du football universitaire. Et donc, pour revenir à nos conférences au niveau du baseball, certes, au niveau football, on a ce qu'on appelle le Power 5, mais au niveau baseball, on va le limiter à 4 Power Conferences. La SEC, donc Southeastern Conference, qui est actuellement la meilleure conférence du pays en termes de baseball. On va ensuite retrouver la ACC, Atlantic Coastal Conference, qui est en fait la deuxième meilleure conférence du pays. Puis ensuite on va retrouver la Pac-12, dont on a parlé récemment puisque c'est sa dernière saison en tant que telle. Et enfin la Big 12, qui elle aussi a subi quelques changements et qui va en subir d'autres pour 2025.
Une autre conférence qui a un statut différent si on regarde entre le football et le baseball, c'est la Big Ten. La Big Ten au football, c'est une des grosses conférences, et d'ailleurs on a eu Michigan qui vient de remporter le titre national au niveau du football. Au niveau du baseball, ce n'est pas le cas. Au niveau du baseball, on peut la considérer comme une mid-major, même si c'est une mid-major qui a des, on va dire, qui a un pouvoir économique bien plus important que d'autres mid-majors. Le basket a aussi une conférence qui est très importante qu'on peut ajouter dans ce Power 5 et qu'on pourrait dire donc Power 6, si on parle de basket, c'est la Big East. La Big East, c'est la conférence qui regroupe notamment UConn ou Villanova, hein, ces facs-là, qui n'ont pas du tout le même poids au niveau football universitaire tout d'abord, et au niveau baseball de même. UConn est certes une très bonne fac baseball, mais n'a pas le même poids que UConn au niveau du basket, qui a d'ailleurs été la dernière fac ayant remporté la March Madness, donc le titre national universitaire, la saison dernière. Donc si on veut résumer un peu tout ça, on a donc une trentaine de conférences, donc 4 conférences qui sont les plus puissantes, dont on va parler de Power 4, puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle les mid-majors, même si c'est un peu biaisé dans le sens où pour historiquement, les mid-majors incluent vraiment les facs qui ne font pas non plus partie de la Big Ten et qui ont donc, par exemple, pour donner un exemple de conférence mid-major et qui est assez powerful, on peut penser à la Sun Belt, par exemple. La Sun Belt, c'est une conférence qui regroupe des facs comme par exemple Louisiana, hein, les Raging Cajuns. Pourquoi je parle de Louisiana? Parce que Louisiana, en France, il y a un certain écho, notamment au niveau de softball, puisque c'est là-bas qu'était Mélissa Mailleux. Donc, voilou. Je voulais vous faire un petit récap pour vous réexpliquer un peu de quoi moi je parle et surtout vous permettre d'avoir plus d'informations. Ne vous inquiétez pas, je vous, entre guillemets, tiendrai la main, c'est-à-dire que je continuerai à parler bien sûr de baseball universitaire en vous parlant des différentes conférences, notamment des conférences les plus puissantes du pays. Je vous parlerai aussi également en termes de joueurs, puisque ce qui va vous intéresser, j'imagine, c'est aussi de savoir quels sont les talents de demain qui vont être certainement draftés. Et donc, bien entendu, essayer de vous inclure, de vous incorporer, de vous amener des informations tout au long de la saison pour vous donner aussi envie de, pourquoi pas, suivre quelques matchs de ci, de là. Et notamment de vous intéresser aussi à ce fameux tournoi national qui est quelque part le climax de la saison avec encore une fois 64 équipes qui vont s'affronter. C'est un peu l'équivalent de la March Madness que l'on retrouve au basket avec une grosse excitation, avec un fort engouement au niveau des fans et surtout ce qui se fait de mieux en termes de baseball. Même si le format est un peu différent, on n'a pas un seul match éliminatoire comme on peut retrouver au niveau de la March Madness qui a cet aspect très coupe. Pour le coup, un peu style Coupe de France par exemple pour caricaturer. Alors que là au baseball, on va quand même avoir des mini-séries ou ce qu'on appelle la double elimination, etc., etc. Mais bon, on aura le temps d'y revenir, ne vous inquiétez pas, c'est surtout pour réintroduire un peu ce dont je parle moi en termes de baseball universitaire. Pour finir et conclure sur le sujet, j'avais fait quelques vidéos pour introduire un peu ce qui est le baseball universitaire, donc c'est sur le Homera sur YouTube. Si vous allez sur la chaîne, vous pouvez très rapidement retrouver, vous tapez NCAA quand vous faites la recherche sur la chaîne Le Homera et vous retrouverez ces vidéos. Et nous, on va rentrer un peu plus dans notre saison à venir, mais juste d'abord, on va faire une petite transition musicale, le temps que je reprenne un peu d'eau. Alors, je vous ai parlé un peu de ce qu'est le baseball universitaire, notamment la NCAA D1, ce qui va nous intéresser. La saison va reprendre, donc, comme je l'ai dit, en février, mi-février, donc on n'a plus qu'un mois avant la reprise de la saison, youpi. Mais il faut le savoir, chaque année, il y a des choses qui sont discutées au niveau du comité, au niveau des coachs, via les associations, etc., etc., avant de pouvoir commencer la saison. On y discute par exemple, est-ce qu'on veut changer le format par exemple du tournoi national, je vous parle de ça parce que ça a été un des clairs sujets de la dernière réunion d'octobre 2023 sur les changements à venir pour la saison 2024. On regarde également qu'est-ce qu'on peut améliorer sur les systèmes, par exemple notamment pour aider le comité à choisir, puisque je le rappelle, au niveau universitaire, il y a un comité de sélection, que ce soit au niveau du football, au niveau du basket, au niveau du baseball, etc., etc. Ce comité de sélection va en fait être là pour juger et sélectionner les facs
éligibles ou les plus à même de pouvoir intégrer par exemple le tournoi national pour le baseball, hein. C'est-à-dire très clairement quelles vont être les 64 équipes choisies par le comité pour pouvoir aller se battre lors du tournoi national. Excusez-moi, je me racle la gorge. Et donc du coup, avec une sélection vient forcément des critères pour être le moins arbitraire possible et éviter le plus possible les scandales. On l'a vu par exemple récemment au niveau du football universitaire, le comité de sélection a fait l'impasse sur Florida State avec pas mal de critères. Ces critères ont été jugés très difficiles à avaler, notamment pour Florida State bien sûr, et on a vu par la suite des grosses conséquences avec pas mal de joueurs qui ont transféré, qui ont quitté Florida State ou qui ont arrêté leur saison. Et on l'a vu notamment avec le bowl qui est arrivé en fin de saison. Le bowl, en fait, c'était le dernier match de la saison pour Florida State, qui a quelque part récompensé leur grosse saison, parce qu'ils avaient l'un des plus gros bowls à jouer, c'était face à Georgia, et ils se sont fait clairement atomiser. Et beaucoup ont vu en cela, quelque part, un pied de nez vis-à-vis de tout ce remue-ménage autour de leur non-sélection. Donc pour nous, au niveau du baseball, on a l'outil principal en fait pour le comité, c'est ce qu'on appelle le RPI. Le RPI, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, c'est une sorte de métrique qui est utilisée donc par le comité pour savoir en fait, entre guillemets, quelle fac mérite le plus par rapport à une autre fac. Ce RPI va prendre en compte pas mal de choses, et notamment par exemple la force du calendrier de telle équipe vis-à-vis d'une autre équipe. Par exemple, si une équipe a un calendrier entre guillemets plus difficile, c'est-à-dire rencontre d'autres équipes qui sont vues comme plus élites qu'une autre équipe, elle va être peut-être plus avantagée en termes de RPI. Son RPI va s'en ressentir avec un RPI plus élevé, plus fort, avec un poids plus fort qu'une autre équipe qui aura peut-être eu des meilleurs résultats à l'année en termes de résultats globaux. Par exemple, mettons une équipe à 40 victoires pour 19 défaites sur la saison, et l'autre a 35 victoires pour 24 défaites sur la saison. Eh bien, si le RPI de cette dernière est plus élevé, a un poids plus fort que celle dont j'ai parlé en premier, eh bien, il pourrait sélectionner celle qui a 35 victoires et 24 défaites, au détriment de celle qui a un meilleur bilan overall. Eh bien, ce RPI porte aussi à confusion, puisque parmi les choses discutées, on a donc ce fameux poids du calendrier, mais qui est vu dès le début de la saison. On le sait, les universités ont un poids qui leur est affilié, notamment vis-à-vis du prestige, du pouvoir économique et du pouvoir de la conférence dans laquelle ils sont, ou dans laquelle ils font partie, de laquelle ils font partie. Et forcément, ça ne prend pas forcément en compte l'évolution de la saison dans laquelle ils jouent. À cet effet, il y a eu un nouveau, on va dire, des nouvelles métriques, l'introduction en fait de nouveaux critères qui s'appelle KPI, qui a été introduit lors de cette réunion annuelle donc en octobre 2023. Et ce KPI va être observé par le comité de sélection, pour parler français, et va être observé cette saison comme une métrique supplémentaire pour les aider, notamment lors de leur choix. Ça veut dire que le RPI est toujours la métrique principale, le critère principal. Mais ce KPI, avec d'autres métriques qui entrent en compte, et je vais vous les énumérer juste après, va être vu en fait à valeur de test pour voir un peu est-ce que on est sur le bon chemin avec ce RPI, ou est-ce que le KPI va tendre à remplacer ce RPI lors de notamment la réunion pour la sélection pour le tournoi national. Ce KPI, donc, au contraire du RPI, va un peu limiter cette fameuse force de calendrier qu'on retrouve dans le RPI, va donner en fait un poids par rapport aux victoires et aux défaites, un poids qui va être évalué de -1 à 1. -1, ça va être le pire poids quand on a, par exemple, la pire défaite possible, entre guillemets, et +1, c'est la meilleure win possible. Donc quand on parle de pire défaite possible, ça peut être une défaite avec un très gros score, et la plus grosse victoire possible, ça va être une victoire avec un très gros score. Excusez-moi. Mais par contre, ce qu'on va regarder, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir
ce qu'on appelle le pourcentage de victoire de telle ou telle équipe, et le poids va être réduit par rapport à un gros score. Je vous donne un exemple. Une équipe qui bat une autre équipe 10-0 au lieu de 3-0, sachant que l'équipe qui a battu cette équipe 10-0 au lieu de 3-0 est une équipe favorite par rapport à une équipe bien plus mineure, bien le poids ne va pas avoir une grosse montée du fait d'avoir gagné 10-0 au lieu d'avoir battu 3-0. Pourquoi ? Puisque quelque part, cette victoire était quelque part prévue de par la puissance et par le pourcentage de victoire de l'équipe numéro 1 par rapport à l'équipe numéro 2, ce qui va permettre aussi de réduire un peu le nombre de points qu'on attribue à une victoire. Ça va permettre en fait de quelque part tasser un peu plus et rendre un peu plus compétitif et un peu plus homogène la valuation des équipes. La force du calendrier va toujours être là, mais va avoir aussi un impact moindre. Pareil, il y a d'autres choses qui sont prises en compte, comme notamment la pace du match. Par exemple, c'est simple, en baseball universitaire, on peut avoir des matchs de manière assez hétéroclite en termes de pace. On peut avoir des matchs qui vont être très lents et ça va se ressentir aussi en termes de nombre de runs scorés, etc., etc. On va avoir des paces beaucoup plus rapides en fonction des performances de lanceurs, par exemple, ou autres. Bien, cette pace, elle est prise en compte également dans ce KPI, de façon en fait à pondérer les scores. Par exemple, pareil, si on a un score fleuve sur un match qui a duré très longtemps, donc avec une pace très lente, on va pouvoir voir en fait et pondérer le fait que cette pace très lente est bien sûr associée au nombre que les innings ont été très longs, du fait de beaucoup de scores, beaucoup de runs qui ont été scorés par exemple inning. Dans l'autre sens, on va pondérer aussi d'une autre façon le fait d'avoir un match avec un 1-0 par rapport aux performances avec des innings qui ont été peut-être avalés en fait vis-à-vis de la pace, donc encore une fois, de ce match. Donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans les mathématiques en particulier, mais ce KPI va être là en termes d'outils d'information test, en plus que ce qu'a le comité en termes de RPI. Mais même par rapport à ça, le RPI va pas être la seule chose maintenant pour le comité pour pouvoir choisir. Avant, le RPI permettait en fait de ensuite décomposer les équipes en termes de cadran. Le cadran 1, c'était pour les équipes qui ont le RPI de 1 à 25. Le cadran 2, c'était pour les équipes qui ont un RPI entre 26 et 50. Et puis le cadran 3, entre 51 et 100. Et le quadrant 4, c'est donc les équipes qui ont un RPI le meilleur RPI était de 101. Et ensuite, jusqu'au bout, jusqu'à la fin des équipes, tout simplement. Maintenant, le cadran va également prendre en compte tout simplement là où on a fait nos meilleurs résultats. Par exemple, nos résultats à domicile face aux résultats sur des sites neutres, puisqu'on le sait, au college baseball, notamment en début de saison, on a pas mal de tournois de début de saison. Et ces tournois sont sur des sites neutres, par exemple le stade des Rangers accueille chaque année l'un des tournois inauguratifs de la saison de college baseball. Donc on va regarder les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur et les matchs sur zone neutre. Et ensuite, on va les mettre sur certains... on va les ajouter en fait au cadran. Donc, maintenant le cadran 1 va représenter les équipes qui ont un gros bilan à domicile avec un RPI de 1 à 25. Sachant qu'on va aussi prendre en compte les équipes qui ont un RPI entre 1 et 40 lorsqu'elles jouent sur les sites neutres, tout simplement. Et enfin, les équipes entre 1 et 60, RPI 1 à 60, lorsqu'elles jouent à l'extérieur. Ce qui permet en fait de d'élaguer plus large et de prendre en compte aussi tout simplement ce fait de ce facteur de jouer à domicile, à l'extérieur et sur site neutre. Sur le même principe, le cadran 2 va toujours occuper les RPI de 26 à 50, mais confronté au match à domicile. Par rapport ensuite au RPI de 41 à 80 sur les sites neutres, par rapport ensuite au RPI de 61 à 120 sur les matchs à l'extérieur. Donc encore une fois, on prend plus large pour ce quadrant 2. Sur le même principe, le quadrant 3 va avoir cette fois-ci toujours ce RPI de 51 à 100 confronté au calendrier domicile, au match domicile, face au RPI 81 à 160
pour les matchs joués sur site neutre et les RPI 121 à 240 sur les matchs joués à l'extérieur. Et enfin le quadrant 4, toujours le RPI de 101 plus sur les matchs à domicile. Pour les sites neutres, ça va être cette fois-ci les RPI pris à partir de 161 et plus. Et pour les matchs à l'extérieur, à partir de 241 et plus. Ça ne change pas le calcul du RPI en soi, ça ajoute juste d'autres critères pour décomposer en cadrans. Ce qui va permettre aussi de prendre en compte et de brasser plus d'équipes lors de sélection en fait simplement par le comité. Je sais, c'est pas forcément la partie la plus passionnante, mais je pense que c'était important d'en parler puisque ça va régir un certain changement dans la façon de choisir, de sélectionner les équipes à partir de cette saison. Et on pourrait voir les saisons suivantes encore, l'implémentation plus grande du KPI qui vient d'être introduit vis-à-vis du RPI, etc., etc. Donc ça, c'est le principal changement qui a été discuté. L'autre changement qui a été introduit, mais qui n'est pas encore un changement, en tout cas dont le sujet a été évoqué, c'est le nombre d'équipes qui intègrent en fait le tournoi national. Il faut le savoir, à date, jusqu'à maintenant, on a 64 équipes. Dans le passé, si vous avez écouté un peu mes podcasts ou les College Baseball Legends, notamment sur Cal State Fullerton, on avait moins d'équipes dans le passé. On a eu par exemple 48 équipes, on a eu encore moins d'équipes auparavant, 64 équipes, je pense que c'est depuis 99, c'est à vérifier, je n'ai plus les dates en tête, mais voilà. Ça a constamment évolué. Depuis une vingtaine d'années, c'est 64 équipes, et là en fait, il y a cette idée de vouloir promouvoir plus d'équipes. Pourquoi ? On a plus de 300 universités au niveau D1 baseball. 64 équipes sur plus de 300 universités, c'est un pourcentage assez faible. Et surtout, dans ces plus de 300 équipes, on a beaucoup d'universités qui sont aussi des sponsors en fait du college baseball. Quand on parle de sponsors, c'est-à-dire que de par les scholarships donnés, de par les bourses données, de par la publicité qu'elles font au college baseball, elles permettent au college baseball de brasser des sous, tout simplement. On compte à plus de 200 universités, ces universités qui, quelque part, sponsorisent cette première division du college baseball. Et l'idée, ça serait de les récompenser en intégrant 25% de ces plus de 200 équipes. Donc 25% de ces plus de 200 équipes, on se retrouvait à environ 72 à 75 équipes qui seraient du coup sélectionnées pour le tournoi national. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une idée qui a été émise, ce n'est pas encore quelque chose qui a été même voté ou quoi que ce soit, ou qui a été mis en tant que sujet principal. C'est juste une introduction qui pourrait être discutée par exemple lors de la prochaine réunion annuelle, donc ça sera en octobre 2024, etc. etc. Mais c'est important d'en parler puisque ça pourrait tout simplement changer le paysage du baseball universitaire, notamment quand on parle de NCAA D1. Enfin, le dernier changement à compter de 2024, c'est un changement bien plus mineur. Il faut le savoir, les joueurs vont avoir le droit à une musique lors de leur rentrée sur le terrain. Donc ils peuvent avoir leur propre musique d'entrée en fait sur le terrain, et ça c'est lors du tournoi national, donc le tournoi de juin avec les 64 équipes dont on vient de parler. C'est mineur, mais c'est juste une façon en fait d'apporter un peu de fun pour ces jeunes joueurs. Et toujours associé au tournoi national, là c'est bien moins mineur, c'est l'obligation pour les équipes qui sont hautes, puisque je le rappelle, lors du tournoi national, on a 16 regionals, c'est-à-dire 16 mini-tournois qui sont en fait... je ne trouve plus les mots en français, vous allez m'aider. Qui sont en fait hosts, donc qui sont... qui sont hosts, on va parler en anglais, désolé, mais voilà, on va avoir, c'est difficile, on va avoir 16 sites, donc 16 équipes qui vont accueillir 4 autres équipes, enfin 3 autres équipes. On a 64 équipes, 16 regionals, donc c'est-à-dire 4 équipes qui vont se battre dans un tournoi hosté par 16 équipes. Ces 16 équipes, ce sont les 16 équipes sélectionnées par le comité, donc les 16 meilleures équipes de la nation qui vont en fait hoster tout simplement ces mini-tournois, ces regionals. Et donc jusqu'à présent, c'était pas obligatoire pour elles d'accueillir les universités concurrentes qui allaient venir les affronter dans des hôtels. Or, on a vu un problème, puisque c'était pas officiel, mais c'était quand même quelque chose qui était vu entre les facs.
On a eu un problème lors d'un regional cette année. Je pense que c'était du côté de Kentucky. Alors ça arrive à vérifier encore une fois, je suis désolé, j'ai pas la mention en tête. Mais je sais qu'on a eu un problème avec notamment une équipe qui a dû en urgence être accueillie au campus même en fait de la fac qui accueillait en fait les autres facs pour faute de place dans les hôtels en fait alentours. Donc maintenant, il est prévu et c'est obligatoire que les facs qui accueillent d'autres facs lors du tournoi national mettent en place, réservent des hôtels, tout simplement pour éviter en fait ce petit remue-ménage qui est assez difficile pour une équipe qui vient peut-être de loin, qui vient peut-être en bus, qui doit ensuite gérer toute la logistique en fait, alors que ce n'est pas à elle de la gérer à la base, parce qu'il y a un accord tacite des équipes qui hostent de devoir accueillir du mieux qu'elles peuvent via des hôtels, hein, les équipes qu'elles accueillent tout simplement. Donc voilà pour tous les changements en fait qui arrivent pour 2024. Je sais que c'est assez barbant, mais c'est assez important sur cet aspect sélection pour essayer petit à petit d'effacer les irrégularités ou en tout cas les injustices, ou en tout cas ce qui est vu comme injustice de par beaucoup de facultés, d'universités lorsque les sélections de comités arrivent. Et j'ai envie de dire qu'on peut s'arrêter là pour cette semaine. Je sais que c'est assez barbant et rébarbatif. Vous inquiétez pas, les prochains podcasts seront quand même plus fun parce qu'on va rentrer dans l'aspect preview. On va regarder un peu les choses à regarder pour la saison à venir en termes de college baseball. Puis ensuite, on va faire des previews, je pense, par conférence, notamment les conférences principales du pays, les meilleures conférences du pays. Et on finira par peut-être une petite preview sur les meilleures équipes via le pre-season poll. En fait, vous savez, chaque saison, on a en fait on va dire le ranking, si vous voulez, de pré-saison qui va nous donner en fait le ton avant le début de la saison. Donc, j'espère que ce podcast n'aura pas été trop lourd pour vous. Désolé si ça a été le cas, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus de fun les prochains podcasts. J'espère quand même que les informations que je vous ai données vous paraissent assez intéressantes et importantes. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode plus tous les autres sur les différentes plateformes d'écoute, de podcast et sur YouTube. Le home aura Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Vous pouvez me retrouver partout. Et sur tous ces bons mots, je vous dis à très bientôt. Ciao.